Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message pour vous dire que la vidéo que vous allez regarder était à l'origine une vidéo de mon espace privé que j'ai passée dans mon espace public gratuitement pour tout le monde. Mais les deux autres parties donc de cette trilogie, 2 et 3, sont elles dans mon espace privé. Voilà, pour que les choses soient bien claires. Pour rejoindre cet espace privé, vous avez tout simplement à cliquer sur mon bouton rejoindre sous cette vidéo, ou bien autre possibilité, passer par ma plateforme lestopdunchef.fr pour adhérer à la chaîne. Voilà, bon visionnage. Bon, alors Lénine est un socialiste, on l'a dit, en fait il veut changer le monde. Comme tous les jeunes finalement. C'est bien beau de vouloir changer le monde, mais des idéalistes, il y en a des milliers par le monde. Et tous ne sont pas passés à l'acte. Rien que pour imprimer les premiers tracts et les distribuer à la sortie des usines, il y a déjà 1000 petites difficultés qui ont de quoi éreinter 99% d'entre eux. Alors vous imaginez prendre le pouvoir, bonjour la complexitude. Mais Lénine, il va le faire. Pour de vrai. La révolution arrivera de son vivant, il le veut, il le sait. Ce serait la récompense de sa folle carrière de révolutionnaire. Il n'est pas arrivé jusqu'ici pour rien. Il l'a préparé, cette révolution socialiste. Il y a consacré chaque seconde de son existence. Alors quand il voit arriver la Première Guerre mondiale, il se frotte les mains. La révolution socialiste, c'est une super utopie, vous la connaissez, on l'a présentée ici, mais cette idée, on va la débarquer dans un monde réel. Il y a un décor à ce théâtre. La Russie. Il va la faire en Russie. Et pas n'importe quelle Russie. La Russie de 1917. Aujourd'hui, mes amis, nous allons voir de quelle étoffe est fait le grand révolutionnaire du siècle, Vladimir Ilitch Ulyanov, alias Lénine. Bon, qu'est-ce que la Russie de 1917 ? Bon, déjà, c'est un empire, situé à l'extrême est de l'Europe, gouverné sur un modèle autocratique. Le pouvoir est concentré dans les mains d'un tsar, Nicolas II. Et ce tsar, c'est Nicolas II. Et sa capitale, c'est Saint-Pétersbourg, qui est située au bord de la mer Baltique. Bon, je vais pas vous faire un cours sur l'histoire de la Russie. Ce serait très intéressant, mais c'est pas ici le propos. Je vais simplement insister sur une idée. Ce n'est pas Lénine qui a mis le sbeul dans la Russie des tsars. Bon, il y a participé un peu quand même. Alors oui, en matière de destruction et de massacre, il n'a pas démérité, mais soyons bons princes, avant lui, le pays était déjà effroyablement mal en point. Parce que la Première Guerre mondiale, c'était quand même une sacrée cuisine. Sérieux, j'espère que les Russes aimaient la viande hachée parce que là, ils ont été servis. Dès le début, la bataille de Tannenberg et la bataille des lacs Mazur, ça a été la boucherie. 50 000 Russes doivent dire au revoir à la mère patrie, 13 généraux ont été capturés, et en totalité, sur les 15 millions d'hommes mobilisés sur le front russe, 2,5 millions sont morts et 4 millions sont blessés. Pourtant, il me semble que les Russes sont plus nombreux que les Allemands. Oui, il y a la quantité, mais il n'y a pas la qualité. La Russie a manqué de tout. Elle a manqué de matériel dès la fin de l'année 14. En début 1915, la production est de 35 000 obus par mois, tandis que les besoins sont de 45 000 par jour. Or, pas d'obus, pas d'artillerie, et dès la fin de 1914, on est qu'au tout début de la guerre, il y a déjà 1,2 million de tués du côté russe. Bon écoutez, mes braves soldats russes, vous êtes la fierté de l'Empire, bravo, mais vous allez devoir vous démerder avec 10 cartouches chacun. Donc c'est pas compliqué, vous tirez vos 10 cartouches pendant la première journée, et puis les 5 semaines qui suivent, vous vous baissez et vous ramassez celle de l'ennemi. Ou du camarade, au choix. On était dans un état de pénurie totale. Les Russes étaient littéralement envoyés à la mort. C'est juste un manque de matériel, tu penses ? Il y a aussi un manque de compétences, tu sais, c'est très nouveau tout ça. Diriger 500 000 brochettes de moujiks qu'on a tirées de leur lopin dans un état d'alcoolémie problématique, pour les faire avancer devant l'armée la plus moderne du monde, les faire avancer sans rompre les lignes de ravitaillement, rattraper les déserteurs par la peau du cou, tout ça c'est nouveau et c'est pas simple. Ça demande des compétences et les généraux russes ne sont pas préparés, semble-t-il, à une guerre de cette ampleur. Et puis entre nous, ceux qui ont le malheur d'être compétents se font rapidement dégager par l'autre barbu, là. Le barbu ? Oui, tu vois très bien de qui je parle. Raspoutine ? Oui, tu sais bien, Raspoutine, le confesseur tout-puissant de la tsarine. Le tsar lui fait une confiance aveugle dans le choix des ministres et des chefs d'opération. Le couple impérial a eu de la chance de rencontrer ce fabuleux guérisseur dont le visage respire la bienveillance. Sous Raspoutine, la Russie sera à peu près aussi bien soignée que sa barbe.
Mais comment Nicolas II a-t-il pu se laisser piéger par un personnage aussi grossier, justement en plein temps de guerre? Enfin, je sais pas trop. Le couple impérial est tombé dans une sorte de bigoterie mal placée. Ils se sont auto-persuadés que Raspoutine est l'envoyé de Dieu pour la Russie. Alors moi, je trouve que pour un envoyé de Dieu, il est un brin mal coiffé, mais bon, ça reste très subjectif. Notons qu'il n'est même pas pope. Mais bon, apparemment, il exerçait une sorte de magnétisme sur les gens. Il utilisait l'hypnose, apparemment. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Raspoutine est le numéro 2 du gouvernement de la Russie. C'est lui qui décide de tout. À chaque fois qu'il pète, l'armée sonne la retraite. Et les résultats de ces décisions intempestives seront absolument désastreuses. Finalement, il est heureusement assassiné en décembre 1916. Il ne sera donc pas l'un des acteurs de notre histoire, puisque notre histoire se passe en 1917, juste après sa mort, même si d'une certaine façon, il est co-responsable du naufrage de la monarchie. Bon alors, la révolution de 1917, c'est quoi? Elle se fait en 2 temps, février et octobre. Cette histoire est assez compliquée, donc on va être obligé d'être précis. Déjà, il y a une complexité du temps. Rien que pour la datation, il y a déjà un piège, puisque toutes les dates sont données en calendrier julien, qui était le calendrier utilisé en Russie à cette époque. Il y a donc un décalage de 13 jours entre leurs dates et les nôtres, ce qui fait que la révolution de février est arrivée pour nous en mars, et la révolution d'octobre en novembre. Ah ouais, c'est bizarre. Et c'est toujours le cas? Non, c'est plus le cas depuis 1918, Lénine s'est recalé sur le calendrier grégorien peu après sa prise de pouvoir, mais d'un point de vue religieux, les orthodoxes continuent à compter en calendrier julien. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, les orthodoxes fêtent Noël 13 jours après nous, ce qui correspond à notre 7 janvier. Complexité aussi des lieux. Au début de la guerre, Pétersbourg, c'est la capitale, mais ça sonne trop allemand comme nom, et donc elle a été renommée Pétrograd. Et après la mort de Lénine, elle devient Léningrad. Bienvenue dans la Russie du XXe siècle où les villes changent fréquemment de nom. Et d'ailleurs, si Pétrograd devient Léningrad, c'est que Lénine, c'est le nouveau Saint-Pierre. Il crée sa nouvelle église. Par contre, Moscou reste Moscou, c'est bon. Moscou reste Moscou, son nom change pas, mais c'est son statut qui change. En 1918, la capitale se déplace de Pétrograd vers Moscou. Et on verra dans quelles circonstances. Complexité des lieux aussi parce que les frontières de la Russie ne vont pas cesser de changer pendant toute notre histoire. La Russie de l'époque est beaucoup plus grande que la Russie actuelle, bien sûr. En 1917, ses frontières officielles englobent la Finlande, les pays baltes, la Biélorussie, la Pologne, l'Ukraine presque en totalité, la Bessarabie, la Crimée, auquel il faut ajouter le Caucase, le Turkestan. Le Turkestan. L'Asie centrale. Et donc la Russie des tsars, c'est tout ça, on parle bien d'un empire russe. Une tutelle qui s'exerce sur des peuples qui ne se regardent pas tous forcément comme des Russes. Et cet impérialisme, il a bien failli être brisé par ce qu'on appelle le traité de Brest-Litovsk. Et on en reparlera dans la suite. Complexité des temps, complexité des lieux, mais aussi complexité des faits. Je vous l'ai dit, il n'y a pas eu une, mais 2 révolutions. Février 1917, qui met Alexandre Kerensky au pouvoir, et octobre 1917, qui met Lénine au pouvoir. C'est un petit peu comme la Révolution française. En France, il y a une révolution bourgeoise en 1789 et une révolution jacobine en 1793 avec la terreur. Ça se passe toujours en 2 temps finalement. C'est vrai que souvent les révolutions se passent en 2 temps. Une révolution bourgeoise et une révolution jacobine. On va retrouver presque toujours ce schéma en 2 temps dans les pays européens en effet. Et ce phénomène, Lénine le connaît bien, il va essayer de le traduire en concept marxiste dans un texte célèbre. Ce texte, c'est celui qu'on appelle les thèses d'avril. Et en gros, ces thèses disent quelque chose comme « Ouvriers, armez-vous et faites une seconde révolution ». Souvenez-vous des 4 âges de l'humanité selon Marx. La révolution bourgeoise, c'était ce qui vous a permis de passer du monde féodal au monde capitaliste. C'est bon? Février 1917, c'est fait. Maintenant, il va falloir une révolution jacobine, celle qui permet de passer du monde capitaliste au monde socialiste. Et ça, c'est pour octobre prochain. Voilà, en gros. Attends, je comprends pas. L'avant-dernière phase dure 8 mois. La phase capitaliste, c'est du rapide. À mon avis, lorsque Marx parlait de tout ça, il s'imaginait une phase capitaliste beaucoup plus longue. Oui, évidemment, mais qu'est-ce que tu veux? C'est Lénine, voilà, il est en forme, il est impatient, il déborde de vitalité cet enfant,
Il est comme ça. Bon, toutes ces phases sont indispensables dans le fond, toutes participent de l'évolution humaine et elles s'enchaînent selon l'inéluctable marche dialectique des temps. Mais en même temps, ces phases de l'histoire, on les vit, on les ressent, et Lénine, avec son flair surdéveloppé digne d'un berger allemand, il le sent quand il faut passer à la suivante. Tu comprends, il y a du feeling là-dedans. Donc voilà, ça ce sont les thèses d'avril. En fait, c'est la façon dont les bolcheviks perçoivent la temporalité. Maintenant, est-ce que ces perceptions sont exactes? Est-ce que vraiment la révolution de février est une révolution bourgeoise, comme il le dit? Moi, vous savez, je suis le premier à dire que la révolution 89 était une révolution bourgeoise. Mais est-ce que je devrais dire la même chose de la révolution de février 1917? C'est une question discutable. Oui, peut-être sous certains aspects, mais pas sur tous. La révolution de février, c'est quoi? À première vue, c'est l'abdication d'une tsar en faveur d'un régime parlementaire. Voilà, c'est désormais devant la chambre élue, la Douma, comme on dit en russe, que le chef de gouvernement sera responsable. Et le principal personnage qui influence ce nouveau gouvernement, c'est le ministre de la Justice, l'avocat socialiste Alexandre Kerensky. Maintenant, quand on a dit ça, on ne se rend pas bien compte du tremblement que fut cette révolution. D'abord, c'est une découverte pour les Russes. Il est possible de vivre sans le tsar. C'est possible, la terre ne tremble pas, le ciel ne se remplit pas de nuages, les volcans ne se mettent pas à cracher, non. La Russie sans le tsar, visiblement, ça ne contredit pas les lois de la physique. En fait, on le sait déjà. Il existe d'autres régimes parlementaires en Europe. Oui, qui ça? Nous, les Français. En fait, des régimes parlementaires, il y en a principalement deux. Les Anglais et les Français. Éventuellement les Portugais. En fait, on parle des alliés de la Russie dans cette sale guerre. La Russie est un pays autocratique, mais qui visiblement a passé sa première guerre mondiale à collaborer avec des puissances démocratiques, parlementaires. Et comme ces alliés anglais et français, ils ont le nez dans le guidon, ils se disent, chouette, la Russie va devenir un pays moderne, va pouvoir se redresser, la Russie va incarner les saines valeurs de la démocratie parlementaire, comme nous, ce qui est le régime suprême, la démocratie se pense comme étant le régime suprême, ça il faut jamais l'oublier. Cela ne peut que renforcer notre cohésion contre l'impérialisme allemand. La révolution de février s'est donc perçue par les Clemenceau et les Lloyd George comme une bonne nouvelle, à condition que Kerensky soit soudé avec eux contre l'Allemagne, bien sûr. Et puis même sur le plan des personnalités, c'est peut-être une bonne nouvelle, enfin on en a fini avec ce tsar Nicolas II, qui était gentil, c'est pas le problème, mais qui n'avait pas l'air d'être vraiment fait pour cette guerre. Bon, la vérité c'est que Kerensky n'aura pas plus de succès que Nicolas II. C'est le contraire, la désorganisation de la Russie va se poursuivre. C'est devenu un régime parlementaire, chouette, mais c'est pas en changeant de maillot qu'on gagne une partie. Mais comment les Russes, un beau jour, ont décidé de faire chemin sans le tsar? Comment est-ce qu'ils ont eu le déclic en fait, on veut plus de lui? À l'origine, c'est une simple grève. Les ouvriers de l'usine Poutilov font grève le 18 février. C'est la plus grosse usine de la capitale, elle fabrique des canons et diverses pièces pour l'armée, mais les ouvriers n'en peuvent plus. Produire d'accord, mais avec l'inflation, l'hiver et les pénuries, les salaires sont devenus bien trop bas. Ils réclament une hausse de salaire de 50%. Dans un deuxième temps, un nouveau mouvement contestataire arrive, celui des femmes. Les femmes? Pourquoi les femmes? En tout cas, on voit de grands cortèges de femmes à Pétrograd, ouvrières du textile, étudiantes, employées, et presque toutes filles ou femmes de soldats qu'on a envoyées se faire massacrer. En fait, les femmes, elles en ont assez de la guerre. La maison, les enfants, le travail dans les usines, les boutiques, il n'y a plus d'hommes, et donc elles doivent tout porter. En fait, tout le poids de la société se met à peser sur les épaules de ces femmes. C'est terrible le quotidien des femmes dans ces années-là en Europe. Le tsar qui est en déplacement demande à la garnison de Pétrograd de rétablir l'ordre, mais la garnison ne lèvera pas un pouce. Cette garnison est faite de vieux bonhommes mal rasés, grelottants et boiteux, médiocres soldats qui ne vivent que dans l'espoir de ne pas être envoyés au front. Cette garnison va fraterniser avec les rebelles. Ouvriers, femmes, soldats, c'en est trop. Ce sont des groupes essentiels à la survie de l'Empire qui se tournent contre l'Empire. Le tsar Nicolas II n'a pas le courage de faire une nouvelle répression. Il en avait bien conduit des répressions pourtant, en 1905, parce qu'il y avait eu aussi une tentative de révolution avortée en 1905. Le tsar avait réprimé. Mais à l'époque, l'Empire tenait debout et les généraux le soutenaient. Et puis à cette époque, on comptait pas les cartouches qu'on tirait. Là, aujourd'hui, son armée, elle est brisée,
elle ne lui permet plus de faire face à cette sédition. La Russie est un pays broyé. Les généraux d'armée décident d'en finir avec ce cauchemar dans le train impérial. 5 généraux décidés présentent discrètement une feuille de papier devant le tsar. C'est un acte d'abdication. Il comprend que c'est la fin. Il signe et tous les pouvoirs sont remis à la Douma. Donc déjà, quand j'entends la révolution de février 1917 est une révolution bourgeoise, c'est l'armée qui a déposé le tsar, pas la bourgeoisie, comme Lénine le dit. En fait, février, c'est une mutinerie générale. Les généraux se sont retournés contre le tsar, je l'ai dit, mais cette indiscipline va se répercuter à tous les échelons inférieurs. Toute la hiérarchie militaire s'effondre. Pourquoi ? À cause du prikaz numéro 1. Prikaz, c'est quoi ? C'est une ordonnance. Du gouvernement ? De Kerensky ? Eh bien non, justement. La révolution de février, et c'est cela qui est assez étrange, a abouti à nommer 2 pouvoirs. Le premier, c'est celui dont j'ai parlé, un gouvernement élu par la Douma et responsable devant elle. Mais cette révolution de février a également abouti à la création d'un 2e pouvoir. Et là, je vais introduire un nouveau mot qui est fondamental et qui va être rabâché pour 75 ans par la suite. Ce 2e pouvoir, il s'appelle le soviet. C'est quoi un soviet ? Un soviet, c'est une assemblée populaire, composée de députés, comme la Douma en fait. Mais ces députés sont élus soit par les ouvriers en révolte, à raison d'un député pour 1000 ouvriers, soit par les soldats, à raison d'un député par compagnie. Donc c'est une autre assemblée. Exactement. À partir de la révolution de février, il y a la Douma d'un côté, et il y a le soviet de l'autre. Et lequel commande ? En fait, ils n'ont pas défini mutuellement leur rapport, donc on ne sait pas. La Douma tolère le soviet, et le soviet fait des choses dans son coin, et c'est lui qui va être à l'origine de ce prikaz numéro 1. Mais comment est-ce qu'ils ont eu l'idée de créer ce soviet ? D'où ça vient ce machin ? Ils l'ont inventé sur le coup comme ça ? C'est lié à des souvenirs de la révolution de 1905, 12 ans auparavant. Déjà, pendant la guerre contre le Japon, les tensions sociales avaient été extrêmement fortes, et en fait, pendant toute l'année 1905 en Russie, l'actualité était palpitante. La procession des ouvriers menée par Gapon, le dimanche rouge, le cuirassé Potemkin, la grève des ouvriers de Poutilov. Bref, plein de choses se sont passées en 1905. Bon, nous, ça nous regarde pas vraiment ici parce qu'on va parler de 1917. Ça a été quand même à l'époque une véritable expérience révolutionnaire pour tous les socialistes. Il y avait déjà à cette époque une grève générale par les ouvriers de Poutilov, et pendant cette grève, les ouvriers s'étaient réunis dans une assemblée qu'ils avaient appelée le Soviet. C'était le tout premier Soviet, en fait. Et c'était pas mal parce que, à l'époque, le Soviet coordonnait les ouvriers. Quand le Soviet disait en grève, tout le monde se mettait en grève. Et quand le Soviet disait au travail, tout le monde se remettait au travail. Et devant les attaques de ce premier Soviet, à l'époque, le tsar Nicolas II avait reculé. Il avait fini par accorder la création d'une constitution, et donc d'une Douma, assemblée élue, dans un texte, le manifeste d'octobre. On était en 1905 et le tsar, alors qu'il sortait de répression infâme, donnait la preuve qu'il pouvait reculer, qu'il pouvait perdre un rapport de force. C'est un succès phénoménal, à tel point qu'à l'époque, le président de ce soviet, qui était un petit jeune de 26 ans, s'était amusé à prendre le manifeste d'octobre, le manifeste de la création de la Douma, et à le piétiner, à le déchirer en public. C'était une façon de dire que le tsar n'est rien, et que c'est le peuple qui est tout. Ce petit jeune s'appelle Léon Trotsky. Cette scène mémorable avait marqué tout Saint-Pétersbourg. Vous vous souvenez du petit Trotsky qui déchirait le manifeste ? Quel culot il avait ! Mais là c'est du passé tout ça. Oui, c'est du passé, mais c'est du passé récent. 1917, tout le monde s'en souvient, on n'a pas perdu la mémoire. Réunir la Douma, oui, mais ça c'est ce que demande le tsar, c'était la concession du tsar. Mais nous les ouvriers, maintenant, on veut plus. On va réunir le soviet, comme en 1905. En plus, ce sera un soviet beaucoup plus grand, beaucoup plus important que celui de 1905. Ce sera un soviet fait d'ouvriers et aussi de soldats. Donc de paysans soldats, c'est-à-dire de conscrits. C'est-à-dire du peuple, en fait. Et donc, je l'ai dit, février 1917, c'est la création de 2 institutions, l'une plus conservatrice et bourgeoise, la Douma, l'autre, ouvrière et populaire, le soviet, qui cohabitent à un quart d'heure à pied l'une de l'autre. Ce soviet, il est constitué de bolcheviks ? Non, pas du tout. Il est constitué de gens acquis à des idées socialistes, oui. Les bolcheviks aimeraient l'instrumentaliser, pour autant ils sont vraiment minoritaires. Le parti le plus implanté chez les paysans,
c'est le Parti socialiste révolutionnaire, SR. Mais moi, j'aime pas du tout cette appellation. Socialiste révolutionnaire, ça veut pas dire grand-chose. Oui, ils le sont. On voit pas pourquoi eux seraient plus révolutionnaires que les autres socialistes. En fait, ils le sont moins que les autres, c'est plutôt l'inverse. Donc moi, je vais choisir un autre terme. Moi, je vais les appeler les populistes. Parce qu'ils sont les héritiers des narodniks, c'est-à-dire des populistes à la fin du 19e qui commettaient de très nombreux attentats. Notamment qui avaient liquidé Plevey, le ministre de l'Intérieur, le grand-duc Serge, ou même Stolypine. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce parti, il est très populaire et très implanté chez les paysans. Dans les cités ouvrières et industrielles, ce sont les mencheviks qui sont majoritaires. Donc dans le soviet, il y a des populistes et des mencheviks, principalement. Et à la marge, quelques bolcheviks minoritaires. Tous s'inscrivent dans l'héritage marxiste. Bien sûr. Le socialisme, finalement, en 1917, dans l'état de délabrement où est la Russie, est une idéologie qui est partagée par une immense partie du corps politique. En fait, une immense partie du peuple est rentrée dans la propagande socialiste. Simplement, il n'y est pas rentré par la propagande des bolcheviks, mais plutôt par celle des populistes ou des mencheviks. Ou à la rigueur, dans certaines régions ukrainiennes, par la propagande des anarchistes, qui ont aussi une influence. Je le précise parce qu'on dit souvent que Lénine, c'est la minorité organisée. C'est totalement vrai. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le socialisme était une idéologie minoritaire. Elle avait infusé dans les esprits du peuple. Pour les bolcheviks, le soviet sera l'instrument qui leur permettra d'avoir la capitale sous contrôle plus tard, quand l'heure sera venue. Mais bon, ne mettons pas le marteau avant la faucille. Le soviet est populaire, et pourquoi il l'est ? Parce qu'il demande ce que tout le monde demande dans son cœur, la fin de la guerre. Mais si j'ai bien compris, Kerensky ne veut pas. Lui, il veut continuer la guerre parce que il est un peu soumis aux Anglais et aux Français qui lui font la cour. En effet, Kerensky veut continuer la guerre parce qu'il est galvanisé par cet esprit de renaissance qui prend les révolutionnaires une fois qu'ils ont foutu le tsar dans un fossé. Peut-être aussi que Kerensky rêve un peu de gloire militaire ou qu'il voudrait devenir une sorte de Napoléon en col blanc, je sais pas trop. Peut-être y a-t-il quelque chose d'idéaliste dans sa démarche, sûrement. Toujours est-il que pendant 8 mois, à chaque fois que quelqu'un crie « à bas la guerre », il renforce la popularité du soviet et le discrédit de Kerensky. Revenons à ce fameux prikaz numéro 1. Numéro 1. Waouh, ça fait mal. Le premier acte législatif appliqué ne vient même pas de la Douma, mais du soviet. C'est un peu la honte pour Kerensky. Mais Kerensky, il les laisse faire. Il accepte, il entretient presque cet organe illégal, parce qu'il est bon orateur et donc il pense être en mesure de maîtriser les foules, ce en quoi il se trompe complètement. Le prikaz numéro 1 n'a aucune légalité et pourtant a force de loi. Il va entraîner une débandade complète dans l'armée. Que dit-il ? Il dit que les soldats sont priés de se constituer des soviets élus, des petits soviets locaux qui contrôleront les armes, les véhicules et jugeront les cas de discipline. En quoi c'est un cataclysme ? C'est juste une réorganisation de l'armée, c'est tout. Oui, mais du coup, désormais, ça crée une double autorité. Les officiers doivent cohabiter avec les soviets. Or, dans une armée ordinaire, il faut un commandant, pas deux. Sinon, c'est le début de la fin. Ce prikaz numéro 1 liquéfie l'autorité des officiers et les transforme en véritables prisonniers de leurs soldats, qui agissent alors en s'étant organisés en soviet. Et du coup, les officiers ne sont plus respectés. Ils sont traînés dans la boue, ils vont payer ce qui se passe. Ils ne pourront plus donner aucun ordre, les désertions explosent dans l'impunité totale, les officiers sont brimés, insultés, réduits à l'état d'otages et parfois souvent même lynchés et assassinés par centaines. Les soldats deviennent tout-puissants. En fait, l'armée russe est en train de devenir ce que devient une armée lorsque les mutins en prennent le contrôle. Ils retirent tel ou tel grade, ils enlèvent les galons d'un tel ou d'un tel. À Sébastopol, un amiral, appelé Kolchak, futur héros de cette histoire, doit livrer son sabre de commandement aux mutins. Il refuse, il préfère jeter son sabre à la mer. Après février, les déserteurs sont innombrables. Ils partent avec leurs fusils et vivent de rapine dans les villages russes. Les autres, ceux qui restent, se mettent à palabrer sans fin entre eux pour la création de soviets de ceci ou de soviets de cela, et du coup ne se battent plus. Mais tu crois pas justement que ça pourrait être une accalmie ? Parce que si tu me dis qu'avant, tous les officiers les menaient à l'abattoir et punissaient les déserteurs de mort, peut-être que là, ça va être mieux en fait. Oui, c'est le résultat de 3 ans de catastrophes et de mauvaises décisions, mais le prikaz crée une ambiance
dans laquelle les bolcheviks vont pouvoir évoluer très à l'aise. L'armée est immense, mais elle est réduite à des débris qui ne se coordonnent plus, qui n'obéissent plus à rien. Aussi, l'armée ne pourra plus rien faire contre Lénine. Pour Lénine, mais c'est la meilleure blague qu'il a entendue dans sa vie. Dans la grande armée russe, on encourage l'indiscipline, le mépris, on lynche les officiers, on applaudit les désertions et on applaudit la lâcheté, on installe une sorte d'abattement, en fait une incapacité à réagir devant les événements qui vont se précipiter à toute vitesse dans les 5 ans qui viennent. Tu m'étonnes que Lénine ait choisi ce moment pour rentrer en Russie. La Russie est mourante, on va l'achever en lui inoculant le bacille de la peste. La peste, c'est le socialisme, et Lénine, c'est le bacille. Question, c'est vrai que c'est les Allemands qui l'ont fait passer en Russie ? Bien sûr. Ah ah. Et pourquoi ? Pourquoi Guillaume II a fait ça ? Les raisonnements allemands sont ainsi bêtement conservateurs et redoutablement perspicaces. Lénine, avec une bonne mallette pleine d'argent qui vient d'une banque suédoise sympathique à sa cause, il va pouvoir publier tout ce qu'il veut de journaux, former tout ce qu'il veut de régiments de garde rouge, avoir les activités qu'il veut. Mais c'est fou, ce sont deux personnes tellement différentes, Guillaume II et Lénine. Mais Lénine, qu'est-ce qu'il veut ? Supprimer le gouvernement de Kerensky, signer la fin de la guerre, pour pouvoir installer son paradis sur Terre. Que veut Guillaume II ? Supprimer le gouvernement de Kerensky et signer la fin de la guerre. Parce que cette fin, elle sera à son avantage, évidemment, la Russie se débande. Donc, dans l'immédiat, Guillaume II et Lénine veulent strictement la même chose. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, à la mi-avril 1917, c'est le grand retour des socialistes émigrés. Lénine arrive en Russie dans son fameux train plombé, comme on le surnomme improprement. Lénine arrive, Zinoviev est dans le même train que lui, puis Kamenev arrive, Dzerzhinsky, Sverdlov, Kollontai, Staline, Trotsky, ils arrivent tous un par un comme des mouches sur une carcasse. Une petite troupe de militants bolcheviques prêts à tout est en train de se former à Petrograd avec la bénédiction de l'allemand. Et c'est lors de son retour que Lénine écrit les fameuses thèses d'avril dont j'avais parlé, qui laissent entendre qu'une nouvelle révolution est à venir et que le gouvernement Kerensky sera bientôt renversé et la paix enfin conclue. Surtout, il lance un thème extrêmement populaire, celui du partage des terres. Avec moi, vous allez voir, les terres seront partagées. Les grands seigneurs et les gros bourgeois, vous les dépouillerez. Ce ne sera plus vous qui allez crever de faim, mais eux. Cette propagande va très très bien marcher auprès des paysans soldats. En 1917, il se passe beaucoup de choses, et donc notamment le coup d'état de Kornilov. Je sais que cette série de vidéos sur Lénine est très longue, et je vais parler de beaucoup de petits événements comme ça. Tous sont des petits rouages qui tous vont se mettre bout à bout et expliquent non seulement la Russie à l'époque de Lénine, mais en fait en disent long sur tout le XXe siècle. Depuis le prikaz numéro 1, les officiers n'ont pratiquement plus d'autorité sur les soldats. Cela est paradoxal avec les intentions de Kerensky, qui lui veut mener une guerre que lui voit comme une guerre révolutionnaire. Et donc Kerensky lance une grande offensive sur la Galicie, qui a été catastrophique. Ce jour a été complètement honteux, parce que même si l'offensive a été audacieuse, et elle aurait pu fonctionner, les soldats sont restés fumés à l'arrière, voire même comble du scandale, certains auraient tiré dans le dos de leurs camarades. Le groupe le plus écœuré par la situation, ce sont les généraux, et particulièrement les généraux cosaques. Les Cosaques composent la majeure partie de l'armée, ce sont des guerriers qui peuplent la Russie méridionale, et parmi eux, le général Kornilov, qui est un Cosaque du Turkestan, c'est-à-dire qu'il est né dans l'actuel Kazakhstan. Alors c'est un pur asiatique, ça se voit sur sa tête, et c'est quelqu'un de célèbre. Sa vie est un roman, il s'est livré à de remarquables entreprises d'espionnage en Afghanistan, en Chine, il a été capturé par les Autrichiens, il s'est évadé, et il suscite l'espoir chez les partisans de la réorganisation de l'armée, ceux qui veulent mettre fin au chaos. C'est une véritable star. Dans le même temps, il y a de graves émeutes à Petrograd. En août 1917, lorsque Kerensky s'est senti menacé par les bolcheviks, il demande à Kornilov de voler à son secours dans la capitale. En fait, Kerensky lui avait dit « Viens m'aider s'il te plaît à me débarrasser des bolcheviks de la capitale, mais ne viens pas avec la division sauvage. »
C'est quoi la division sauvage? La division sauvage, ce sont des soldats musulmans qu'on recrute dans le Caucase. Si vous voulez avoir un équivalent aujourd'hui, ce serait les Tchétchènes envoyés par Poutine en Ukraine, et qui sont réputés pour leur cruauté. Or, Kornilov intervient dans la capitale avec la division sauvage, qui est hantée par les victoires allemandes, qui pense que c'est le moment ou jamais pour marcher sur la capitale et redresser le pays, accuse Kerensky de ne pas oser affronter les soviets et appelle les généraux à le suivre et tente effectivement de prendre le pouvoir. Et ça a marché? Non, parce que toutes les divisions, sauvages ou pas, sont toutes aussi démoralisées les unes que les autres et Kornilov ne parvient pas à se faire obéir. Il loupe son coup, faute de soldats pour le servir. Kornilov est capturé facilement et interné, il n'a pas du tout amélioré la situation, au contraire, une nouvelle purge frappe l'armée. En mars, le Prikaz avait entraîné une flopée de lynchage d'officiers. En août, tout officier suspecté d'avoir encouragé Kornilov dans sa démarche risque sa tête. On jette des officiers dans la rivière, on en achève à coups de crosse, la situation est effroyable, environ 40 000 officiers prennent tout simplement la fuite pour échapper à leurs propres subalternes. Ce coup d'état de Kornilov fut une aubaine pour les bolcheviks. Ils se présentent comme être les seuls à être capables de mettre fin à la guerre. Kerensky est donc un peu pris en tenaille entre d'un côté des généraux conservateurs qui veulent restaurer l'ordre, Kornilov, et de l'autre des bolcheviks de plus en plus respectés et invulnérables au sein du soviet. En fait, la vérité c'est que quand tu envoies contre les bolcheviks des soldats, ces soldats ce sont des paysans conscrits, des paysans qui aimeraient bien être propriétaires et donc qui sont forcément séduits par les promesses de partage des terres que font les bolcheviks. Ça fait maintenant plus de 60 ans que le servage a été aboli en Russie et les paysans, ils veulent devenir propriétaires. Le tsar a honteusement laissé traîner ce problème, il n'a pas pris en compte les revendications paysannes et donc il en paye le prix maintenant. En 60 ans, il n'y a pas un ministre qui s'est dit « il faut donner des terres aux paysans ». Personne n'y a pensé. Si, il y en a un seul. Stolypine, ministre entre 1906 et 1911. C'était sûrement la seule personne qui aurait pu sauver la Russie si on lui avait laissé mener ses réformes à bien. Mais il a été assassiné par les populistes de façon absurde alors qu'il était justement en train de mettre en place la réforme agraire que tout le monde attendait. En fait, on peut dire qu'avec Stolypine, la monarchie a péri et que ce sera trop tard, les paysans ne voudront pas défendre un régime qui a méprisé leurs attentes pendant 60 ans. Et donc dans ce contexte, lorsque les bolcheviks parlent de partage des terres, eh bien ils sont écoutés. Simplement, cette popularité, elle est très factice, parce que lorsque les bolcheviks et lorsque les socialistes en général parlent de partage des terres, eh bien en fait, ils ne font pas du tout référence à une acquisition de la propriété. C'est cet énorme malentendu qui va faire des millions de morts. Les bolcheviks vont se lancer alors dans l'infiltration des organes qui émanent du soviet, en particulier le comité militaire révolutionnaire. Trotsky, qui profite de son ancienne popularité datant de 1905, en devient progressivement le chef. Or, notez bien, c'est ce comité qui commande aux gardes rouges du soviet. Deuxièmement, avec l'épisode Kornilov, les marins du port militaire de Kronstadt, voisin de la capitale, ont complètement rompu avec leur capitaine et sont au service du comité. Troisièmement, la garnison de Petrograd a reçu par Kerensky l'injonction d'aller au front, ce qui est vraiment dommage parce que sa fidélité à Kerensky dépendait précisément de ce qu'on la laissait tranquille. 1. Les gardes rouges. 2. Les marins de Kronstadt. 3. La garnison de Petrograd. Les bolcheviks ont maintenant ces 3 éléments sous leur contrôle. Et donc, c'est le moment de passer à l'action. Faut pas laisser passer l'occasion. Ils font donc une réunion extraordinaire le 10 octobre, entre tous les bolcheviks. Mes chers camarades, c'est maintenant ou jamais. Faisons un vote. Pour ou contre la prise de pouvoir immédiate. Tous les bolcheviks votent pour la prise du pouvoir immédiate, sauf 2, Kamenev et Zinoviev. La majorité l'emporte, le coup d'État aura lieu dans moins de 2 semaines. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, un croiseur de mutins amarre sur la Neva. Pendant ce temps, une équipe de gardes rouges s'empare de la forteresse Pierre et Paul, tire le canon sur le palais d'hiver, et prend le contrôle de tous les télégraphes, ponts et ports de la ville. Attends, 3 secondes. Ils sont au courant? Qui ça? Les matelots, les gardes rouges, la garnison de Petrograd, ils sont conscients qu'ils vont faire un coup d'état socialiste pour réaliser la révolution annoncée par Marx et que du coup Lénine va prendre tous les pouvoirs?
Je pense pas que ça a été présenté comme ça. Oui, on leur a dit le strict minimum. Après, on leur a dit que c'est pour la victoire du peuple, pour le partage des terres et la fin de la guerre. Point. On s'est pas lancé dans des grandes explications sur Marx et la baisse tendancielle des taux de profit. On n'a pas le temps. On fera un débriefing peut-être après. Mais là, faut enchaîner là. Et ça s'est passé comme prévu? Ils ont pris le palais d'hiver? Ils ont pris le palais d'hiver, oui. Ok. Vas-y. La prise du palais d'hiver. Vas-y, je t'écoute. Ouais, alors le croiseur a mouillé sur la Neva. Il tire un coup, à blanc. Ok, d'accord. Ensuite, la forteresse Pierre-et-Paul est prise sans combattre car la petite garnison dormait. On va tirer quelques coups de canon, mais malheureusement, il manque le palais. Ils vont se perdre quelque part sur des toits de chaume. Ah zut. Et le palais d'hiver? Il a été pris. La garnison a dû tirer 1 ou 2 obus, mais ils ont mal visé. Donc, les obus sont tombés sur les quartiers populaires. Aïe. Ouais, là-dessus, les défenseurs du palais se rendent. Ça y est? Ça y est. C'était rapide? C'était assez rapide. Il a été complètement pillé, objets de valeur, tableaux, bijoux, vases, meubles, tout a été détruit ou volé. Ensuite, après son ennemi plein les poches, les soldats sont descendus dans les caves du bâtiment où ils ont trouvé du vin. Et pour fêter leur victoire, ils se livrent à la plus grande saoulerie de l'histoire de la Russie. Au petit matin du 26, tout le monde est torché. La grande révolution d'octobre, mesdames et messieurs. Mon manuel d'histoire au lycée me vendait le truc un peu mieux que toi, je trouve. Tout ceci a été consigné, y compris par des communistes notoires, comme John Reed et Jacques Sadoul, qui reconnaissent complètement ce que je suis en train de dire là. La Révolution d'octobre, c'est l'événement central du XXe siècle, c'est l'irruption du Messie socialiste à la surface de la Terre, la consécration de la nouvelle religion. Mais l'événement en lui-même, il n'y a pas de quoi chanter l'Iliade sur une lyre. On a affaire à des soudards qui ont enchaîné des viols de groupe, des pillages massifs et des beuveries. Là-dessus, Lénine obtient le pouvoir, il se consacre à la liquidation de tous ceux qui pourraient le concurrencer, à savoir les autres forces politiques du soviet, populistes et mencheviks. D'abord, un syndicat de chemin de fer essaye de paralyser la ville tant que les bolcheviks ne forment pas une assemblée avec les autres forces socialistes, mais Lénine ne bouge pas un cil, il ne leur reconnaît pas le droit de grève d'ailleurs. Le soviet annonce cependant l'élection d'une assemblée constituante le 12 novembre 1917. Toute l'opposition démocratique met ses espoirs dans cette assemblée. En fait, c'est juste une manœuvre de Lénine pour gagner du temps et dissuader les populistes et les mencheviks de l'affronter directement pour le moment. Ce seront les dernières élections libres de l'histoire russe avant des décennies, 41 millions de suffrages exprimés. Voici les résultats. Sur 707 députés, les bolcheviks en ont moins d'un quart, 175 seulement, et décident de la dissoudre le lendemain de son ouverture. Tous les organes de presse favorables aux populistes ou mencheviks sont dénoncés comme contre-révolutionnaires et logés à la même enseigne que les Kornilov et les Kerensky. Les bolcheviks ne comptent pas partager le pouvoir avec qui que ce soit. Ils sont en guerre contre la bourgeoisie, il faut centraliser le commandement et éviter toute division en son sein. Lénine, suprême organisateur de la révolution, va concentrer la totalité des pouvoirs dans ses mains et faire entrer la Russie dans les ténèbres de la guerre civile. Maintenant, réfléchissons. Pourquoi Lénine est parvenu au pouvoir? Qu'a-t-il promis au peuple? Oui, tu m'as dit la paix et le partage des terres. Voilà. Il a promis la paix, il a promis le partage des terres. C'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça qu'on continue à le soutenir malgré tout, parce qu'il a fait des promesses qui sont alléchantes pour le peuple. La paix, c'est quoi? Eh bien, la paix, c'est la paix de Brest-Litovsk. La Russie est en pleine débâcle. Tous ces assauts, que ce soit à l'époque de Raspoutine ou à l'époque de Kerensky, ont été à pleurer. Donc le peuple veut vraiment la paix. Le peuple veut la paix. Mais en même temps, il ne faut pas croire qu'il soit indifférent que des étendues gigantesques tombent sous la botte allemande. Ça fait pas plaisir aux Russes de se dire que l'Allemagne est en passe de devenir un empire véritablement continental. Cette paix, elle va être humiliante, terriblement humiliante. L'humiliation, c'est jamais facile à supporter, ni pour un Nicolas II, ni pour un Lénine. Sur ce chapitre, tous les régimes sont égaux. C'est très dur à encaisser, une défaite de cette ampleur. Souvenez-vous plus tard de ce que sera l'humiliation cuisante des Allemands, des Hongrois et des Autrichiens,
qui vont tous se consoler en pleurant sur l'épaule de Hitler. C'est même pas le sentiment du déclin, c'est le sentiment d'avoir failli à son rôle historique. C'est pourquoi lorsque vous parlez de Brest-Litovsk, il faut bien concevoir de quelle catastrophe on parle. Lorsque Lénine a observé les exigences allemandes pour la paix, il est saisi d'un tremblement. Ce que Lénine s'apprête à laisser aux occupants allemands, c'est ça. 710 000 km². Bon, ça va. Pardon ? Bah, regarde la taille de la Russie entière. Là, ça fait combien? Même pas 5% du territoire. Bah, de quoi ils se plaignent? Ah oui, non mais, il faut pas se fier à la superficie. La Russie aurait pu perdre tous les territoires à l'est de l'Oural, toute la Sibérie qu'elle aurait trouvé moins dure. Avec ce traité de Brest-Litovsk, elle perd le quart de sa population. Je répète, le quart de sa population. Elle perd le quart des terres ensemencées, le tiers des récoltes, le quart du réseau ferré, le tiers de sa production industrielle, les 3/4 de son charbon, ce qui va aller chauffer les chaudières de l'Allemagne, la puissance la plus militarisée du monde. Je sais pas si tu as souvent entendu dire que l'Ukraine est historiquement russe. C'est pas seulement une histoire de filiation dynastique, c'est aussi par complémentarité économique. C'est grâce à l'Ukraine que les Russes sont en sécurité alimentaire. C'est moins le cas aujourd'hui, mais c'est complètement le cas à cette époque. L'Ukraine produit énormément de blé. Dire adieu à l'Ukraine, c'est s'exposer à des dangers alimentaires extrêmement graves. Et puis, c'est tout le travail des tsars, de Pierre le Grand à Nicolas II, qui est fichu par terre. Quelle régression séculaire! L'Allemagne avale tous les Pays-Bas, toute la Pologne, toute la Biélorussie, force la reconnaissance de l'Ukraine sous protectorat allemand, arrache la Crimée et occupe la mer d'Azov et une partie du Don. Tout ça pourquoi? Parce que Lénine a décidé de déposer les armes, hein. C'est pas rien. Et je vais te dire, Lénine lui aussi, il est assez troublé. Ce qu'il s'apprête à signer, il le fait pas de gaieté de cœur. Les demandes allemandes dépassent toutes les prévisions. Certains, comme Boukharine, Dzerzhinsky et Kollontai, tous des bolcheviks très écoutés, sont complètement choqués. Lénine se couche devant l'aigle allemand. Il confirme aux yeux du monde qu'il est un allié factuel de Guillaume II. Mais il le fait parce qu'il pense que c'est le seul moyen de protéger la révolution. Le diplomate choisi par Lénine pour traiter avec les Allemands est Léon Trotsky. C'est lui qui est en charge du dossier, et devant la monstruosité des annexions allemandes, Trotsky décide de faire une déclaration de retrait. Voici ce que dit Trotsky. Nous déclarons à tous les peuples et tous les gouvernements que nous sortons de la guerre. Nous publions des ordres pour la démobilisation complète des troupes qui sont aujourd'hui en face des armées de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Turquie et de la Bulgarie. Nous attendons, confiants que toutes les nations vont bientôt suivre nos pas. Nous annonçons en même temps que les conditions de paix qui nous sont offertes par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sont fondamentalement opposées aux intérêts de tous les peuples. Les peuples de Pologne, de Lituanie, de Courlande et d'Estonie considèrent ces conditions comme une violation de leur volonté, tandis qu'elles constituent pour la Russie une menace perpétuelle. J'adore, voilà. J'adore ce texte de Trotsky, il est tellement hallucinant. Pourquoi? Ce qu'il dit est faux? Non, ce que dit le texte n'est pas faux, ces conditions sont honteuses. Ce qui est extraordinaire, c'est le début. Nous déclarons que nous sortons de la guerre. C'est du jamais vu. C'est sans précédent dans l'histoire. Ce que Trotsky propose, c'est un retrait sans traité. Il se retire sans avoir signé de traité au préalable. Il retire ses troupes sans déterminer les conditions de la paix. Il va dégarnir la totalité du front comme ça, sans avoir signé de traité. Mais il est fou. Oui, c'est presque de la folie, c'est plutôt de l'utopie en fait. Une utopie qui profite de l'absurdité de la situation. Les nationalismes, ou plutôt dans sa tête les capitalismes, ont broyé l'humanité. Nous, les soviets, nous refusons le jeu du pangermanisme, nous nous retirons. Les Allemands vont lui rouler dessus. Oui, c'est ce qui risque fort d'arriver. Mais que veux-tu? Il tente une sorte d'audace d'intellectuel qui veut mettre fin à la guerre, un peu comme un enfant qui se met tout seul devant les chars et les met au défi d'avancer. J'ai envie de dire, c'est beau quelque part. Oui, si tu veux. Et pourquoi pas, je suis ouvert d'esprit, on peut tout à fait entendre ça comme un geste assez poétique. Bon, je vais pas te faire déchanter, mais on va voir que cet idéaliste amoureux de la paix entre les peuples va bientôt conduire la guerre la plus sale de son siècle. Pour l'instant, restons un peu dans nos illusions. Lénine veut la paix. Et cette idée de Trotsky, elle est absurde, oui, mais pourquoi pas? Si ça marche, ce sera la totale. Les apparences seront sauvées, et nous voici sortis de la guerre. Mais ouais, peut-être qu'en soi ça peut pas marcher. Non.
On ne joue pas le destin de la nation sur un coup de dé. Remarque, les Allemands ont été tellement stupéfaits que ils ont un peu hésité, en fait. Le papier de Trotsky est arrivé sur leur table, ils l'ont lu et... C'est quoi ce truc? C'est pas une trêve, c'est pas un armistice, c'est pas non plus une proposition de paix. Il n'y a nulle part où signer. Le Russe informe son adversaire allemand qu'il se retire de la guerre et qu'il va jouer de la pétanque. Alors les Allemands sont sur les fesses. Ils le relisent 4 fois, ils retournent recto verso, ils regardent si c'était pas un poisson d'avril. Et beaucoup de gens de la conférence disent mais bah écoutez, et si on abandonnait le front? Le doute a plané quelques heures. Et puis finalement le général Hoffmann se dit non mais il faut pas déconner. Allez, faites chauffer les moteurs, on va à Petrograd. C'est ce qui s'est passé, les chars allemands redémarrent et cette fois il n'y a absolument rien en face. Outre quelques cadavres ça et là, rien ne se met sur la route des chars allemands. Ils se rapprochent inexorablement. Les pays baltes, ils arrivent à Pskov, ils sont à 4 heures de Petrograd. Lénine, lui, il y tient plus. Stop, stop, stop. Signez le traité qu'on en finisse. Et le traité de Brest-Litovsk est finalement signé en début mars 1918. Sacré coup de stress que tu nous as mis là, Trotsky, là, tu nous refais pas ce coup-là, l'ami, hein. C'était audacieux, mais on va préférer les méthodes réalistes à l'avenir. Wow, en tout cas, t'as de l'humour, c'est bien, on aime ça. Moi, tu sais, Brest-Litovsk, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ces histoires d'espace vital, tu sais, dont Hitler parlait dans les années 30. L'Allemagne cherche un espace vital en s'étalant loin, très loin vers l'Est. Oui, je peux comprendre, hein. Il y a dans le traité de Brest-Litovsk une espèce de pan-germanisme absolument terrible qui fait très peur, comme il faisait très peur par le passé, et qui continuera à nous faire peur à travers les folles théories de Adolf Hitler. Et ça nous rappelle au passage que Hitler n'est pas du tout l'inventeur du pan-germanisme, loin de là. Mais en soi, Brest-Litovsk, on s'en fiche. Ah bah non, on s'en fiche pas. Bah si, de toute façon, les Allemands perdent la guerre 8 mois plus tard, ça a changé quoi? Tous pataquès et sans conséquence. Le traité de Versailles va balayer tout ça. Parce que toi tu connais la fin, mais ces 8 mois de Brest-Litovsk jusqu'à l'armistice du 11 novembre ont été longs, terriblement longs. Les Allemands sont soulagés à l'Est, ils auraient pu déloger tous leurs soldats et faire basculer tout le monde sur l'autre front. Bon, heureusement, la dernière offensive allemande d'ampleur avait déjà commencé, et finalement, Brest-Litovsk sera un non-événement, et on aurait très bien pu tout s'y passer. Néanmoins, Brest-Litovsk va quand même avoir une conséquence importante qu'il faut connaître, dont j'ai déjà parlé en fait. La capitale se déplace de Petrograd à Moscou. En voyant approcher les troupes allemandes, Lénine a eu une telle frousse qu'il a pensé qu'il serait plus prudent désormais de déplacer la capitale vers l'intérieur des terres. Alors je vais glisser ici un petit aparté. C'est à propos de la Finlande. Tous ces événements sont un petit peu liés à la Finlande, hein. Les révolutions de février et d'octobre ont été faites à Saint-Pétersbourg. Et de Saint-Pétersbourg, on est tout près de la Finlande. Oui, en voiture, en 2h15, t'y es, en Finlande. C'est important de se souvenir de ça. Quand Lénine est arrivé dans son train plombé, il est passé par la Suède et la Finlande. Pendant le régime Kerensky, quand Lénine manque de se faire écrouer, il va en Finlande, le temps que ça se calme. La première fois que Staline et Lénine se sont rencontrés, c'était à une conférence organisée pour coordonner le mouvement révolutionnaire de 1905. Et cette conférence, où était-elle? Elle était en Finlande. Il y a des révolutionnaires socialistes en Finlande, tout comme il y en a en Lettonie et dans les autres pays baltes. Et ce pour une raison très simple, le tsar était grand-duc de Finlande. La Finlande, comme les pays baltes, faisait pleinement partie de l'Empire russe au temps des tsars, même si c'était des régions qui résistaient âprement à la russification et qui cherchaient à s'en libérer. Donc les bolcheviks pensaient qu'on pourrait manipuler les indépendantistes finlandais en leur proposant l'indépendance pour ensuite créer une première base soviétique dans ce pays. La Finlande, c'était pour eux un peu comme une base arrière. Mais le 15 janvier 1918, les bolcheviks finlandais organisent une révolte à Helsinki. Ils envahissent le centre-ville et attaquent tous les bâtiments publics. Les Russes envoient un régiment pour les protéger,
Bon, cette attaque ne va pas marcher. Immédiatement, un général de l'ancienne armée du Tsar, un russophone donc, mais qui est finnois d'origine, qui s'appelle Mannerheim, lui aussi, comme beaucoup de Finlandais, il pense que la Finlande devrait accéder à l'indépendance, mais il identifie immédiatement les bolcheviks comme un danger mortel. Il prend la tête du soulèvement indépendantiste finlandais, organise une équipe de chasseurs, sur la neige, et après bien des combats et vadrouilles à toute vitesse, il libère le territoire en 2 mois, un peu plus de 2 mois. Son action a été très habile et très rapide. Non seulement il a réussi à donner l'indépendance à son pays, en plus il a vaincu les Rouges, mais en plus il a été suffisamment rapide pour ne pas avoir besoin de l'aide des Allemands, qui n'attendaient que ce prétexte pour débarquer. En fait, Mannerheim a véritablement donné l'indépendance à son pays. C'est un personnage qui deviendra de nouveau central lors de la guerre d'hiver, pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc c'est un véritable héros national finlandais. Et je voulais parler de lui quand même dans cet épisode parce qu'il constitue une des rares victoires blanches de cette période, même si elle arrivait extrêmement tôt en fait, à la veille de la guerre civile russe qui n'a pas encore tout à fait commencé. Ce qui apparaît ici comme un court épisode de la grande histoire de Lénine fut en fait, du point de vue des Finlandais, une guerre fratricide. La Finlande a connu une industrialisation rapide comparée aux autres régions de l'Empire russe. Les réformes libérales de 1905 y ont développé la conscience politique et les âpres luttes entre socialistes et monarchistes qui n'attendaient que l'indépendance pour éclater. Il est surprenant de constater que la Finlande va devenir le 2e pays à tomber dans la guerre civile révolutionnaire après la Commune de Paris. Elle allait connaître en avance ce que connaîtront un jour la Russie, la Hongrie, l'Espagne, la Yougoslavie et de nombreux pays par le monde. Pour Mannerheim, le seul moyen de vaincre la terreur rouge est de mettre en place une terreur blanche assez écrasante pour supprimer tous les révolutionnaires. Des centaines d'exécutions furent décidées, des prisonniers de guerre furent incarcérés par milliers, et bien souvent ces prisonniers de guerre moururent du froid, de la malnutrition et de la grippe espagnole. Beaucoup de gardes rouges finissent enterrés dans les fosses communes qui jouxtent ces camps. Voilà ce que fut le terrible prix que la Finlande paya pour échapper à la tutelle soviétique. Bon, tu t'en souviens, Lénine avait promis 2 choses au peuple russe. La paix et le partage des terres. La paix, on pourrait croire qu'il l'a donnée au traité de Brest-Litovsk. En fait, c'est un trompe-l'œil. Certes, il sort de la Première Guerre mondiale, mais la Russie va rester en situation de guerre jusqu'en 1922, à cause de la guerre civile provoquée par les bolcheviks. La deuxième promesse, c'est le partage des terres. À ton avis, le partage des terres, ça veut dire quoi dans ce contexte ? C'est la collectivisation des terres. La terre n'appartient plus à personne. La propriété privée est abolie. On avait déjà parlé de tout ça. Oui, alors ça, c'est le projet socialiste, c'est ce que demanderait Karl Marx, s'il était encore vivant. Et c'est dans les tuyaux, bien sûr, Lénine y songe sérieusement, mais ce n'est pas ce qu'il va faire de but en blanc. D'abord, c'est pas du tout ce que demandent les paysans. Les paysans ne veulent pas spécialement l'abolition de la propriété privée, ils veulent devenir propriétaires. En fait, ils voudraient une réforme agraire, celle que Stolypine avait déjà commencée avant la guerre. Mais bon, malgré ses qualités, Stolypine était un monarchiste croyant et ardemment patriote russe, il a donc tout pour être détesté par Lénine. En fait, Lénine ne va pas faire une vraie collectivisation. Il n'a ni les moyens, ni le temps de mener une réforme aussi ambitieuse dans l'immédiat. Il sait qu'il va devoir faire une guerre révolutionnaire très éprouvante dans les mois qui viennent, et donc plutôt que de faire une réforme, il va plutôt balancer des slogans. La terre à ceux qui la travaillent et tout le pouvoir aux soviets. Ça reste quand même des slogans, quoi. Il n'y a pas tellement de mise à exécution d'un point de vue administratif de ce qu'il dit. Les cadres de l'État russe, les transports et les postes, tout est à l'arrêt. Lénine n'est pas certain de pouvoir faire appliquer ces slogans. Et donc, il préfère compter sur leur popularité pour provoquer ces changements spontanément. C'est pas sérieux. La terre à ceux qui la travaillent, tout le pouvoir aux soviets, le reste, vous vous démerdez. Et donc partout, dans toutes les villes, les soviets qui se sont constitués depuis l'été 1917 ont autorité pour détruire toutes les autres formes de pouvoir concurrents,
les autorités communales existant jusque-là, et arrache la terre aux propriétaires, qu'ils soient nobles, bourgeois ou simplement paysans un peu plus engraissés que les autres. Et alors, comme rien n'est organisé, ça crée une sorte de chaos. On a vu qu'en mars et en août 17, les soldats avaient lynché leurs officiers, avec le prikaz numéro 1, avec le coup d'état de Kornilov, vous vous souvenez? Et maintenant, c'est la suite logique. Ce qui est arrivé dans l'armée, ça va arriver dans la société civile. Les soviets dépouillent les propriétaires. Dans les villes, les bâtiments sont réquisitionnés. Les logements un peu trop luxueux sont confisqués et réservés aux classes populaires. On a des comtesses et des aristocrates qui se retrouvent sans domicile fixe du jour au lendemain et qui se traînent une ribambelle de gamins. Toutes les pièces de leur villa ou de leur palais sont investies par des gens qui transportent leurs bouteilles et y organisent des jeux de cartes et des beuveries. Les propriétaires sont molestés, on brûle leurs maisons, on vole leurs outils, n'importe qui prend n'importe quoi suivant l'inspiration du moment. Dans le même temps, Lénine commence à envoyer ses commissaires en Ukraine, dans le Donbass, en Sibérie. Les commissaires du peuple sont peu nombreux, mais suffisamment pour créer un embryon de réseau national. Petit à petit, Lénine prend le contrôle de tous les soviets, un à un, pour les centraliser à Moscou. On est au printemps 1918 et Lénine est en train de construire une union des soviets, une union soviétique. Tous ces soviets, par la courroie discrète mais tenace du bolchevisme, sont affiliés à l'instance suprême de l'Union soviétique, qui est le Conseil des commissaires du peuple, qu'on appelle aussi le Sovnarkom. Dans ce Sovnarkom, aucune décision ne se prend sans l'aval de son président, Lénine. En fait, une nouvelle forme de pouvoir autocratique se met en place, mais cette fois, elle se donne le nom de démocratie. Je le précise parce qu'en fait, à l'époque des tsars, on disait que le pouvoir était autocratique. C'était un mot qui était assumé, alors que là, évidemment, Lénine parle de démocratie alors qu'il continue en fait ce modèle autocratique. Et ça, c'est typique du marxisme. Tous les mots désignent généralement le contraire de ce qu'ils signifient. Lorsque Lénine dit qu'il a établi la démocratie, il rétablit en fait une autocratie, et peut-être même quelque chose de plus terrible encore que l'autocratie, un embryon de régime totalitaire. Mais en fait, les soviets, ce sont des assemblées. Mais le soviet, c'est l'unité de base de l'Union soviétique. C'est le visage officiel que ce régime se donne. Une union, une collaboration entre de multiples petits pouvoirs démocratiques et populaires, les soviets. Mais c'est pas vrai du tout, tu l'as dit, Lénine a tous les pouvoirs. Ça, c'est la réalité. Lénine, il s'en fiche de la réalité. L'important, c'est la façon dont le système est théorisé. Les bolcheviks sont persuadés d'être en train de bâtir une démocratie directe et si tu leur expliques que ce n'est pas le cas, ils refuseront absolument de regarder la réalité dans les yeux. Les soviets sont donc des assemblées paysannes, ouvrières, il y a aussi des soviets d'arrondissement, puis au-dessus des soviets de province qui fonctionnent sur le principe de la démocratie directe et du mandat impératif. C'est là qu'on retrouve notre ami Jean-Jacques Rousseau. Je rappelle que les structures politiques de l'URSS sont inspirées de Rousseau et de la Révolution française en phase terroriste. Les députés ne sont pas représentants de la nation, comme chez nous. Chez nous, les députés représentent la nation et donc ont pleine autorité pour voter comme ils le souhaitent pendant tout le temps de leur mandat. Or, ici, ce ne sont pas des mandats représentatifs, mais des mandats impératifs. Souvenez-vous de ce que disait Rousseau. La volonté ne se représente point. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires, ils ne peuvent rien conclure définitivement. Par conséquent, si un député est infidèle aux promesses qu'il a faites à ses électeurs, il perd sa légitimité et peut donc être destitué. Et c'est là que Lénine peut les coincer comme il veut. Et oui, Lénine puis Staline, à chaque fois qu'ils veulent dégager quelqu'un qui ne leur plaît pas, ils vont dire « Je suis garant de la volonté générale », je vois que vous n'avez pas observé les souhaits sincères et profonds de vos électeurs, et donc vous êtes destitué au nom du peuple. En pratique, le peuple lui-même ne peut pas destituer un élu, c'est un peu trop difficile, il faudrait qu'il se concerte, qu'il manifeste, qu'il prouve ce qu'il avance. Non, c'est beaucoup plus simple si un législateur, c'est le terme qu'emploie Rousseau, un législateur avec un L majuscule, se charge de cette destitution à sa place. Robespierre, Lénine, Staline, ce sont les législateurs dont nous parle Rousseau. Ils protègent la volonté générale.